Il y a vraiment un paradoxe saisissant quand on regarde les données récentes du gouvernement. Ah oui, un décalage énorme même. D'un côté, on a quoi 85% de la population française qui déclare accepter l'homosexualité. Et l'arsenal juridique de l'État n'a jamais été aussi vaste, aussi protecteur. Tout à fait. Et pourtant, face à cette acceptation qui semble générale, le risque de suicide chez les jeunes transgenres reste 7 fois supérieur à la moyenne nationale. 7 fois! C'est un chiffre qui fait froid dans le dos en effet. C'est terrible. Et donc, aujourd'hui, dans notre plongée au cœur des sources officielles, on va essayer de comprendre comment la France organise concrètement l'inclusion des personnes LGBTQ+, pour combler ce fossé parfois mortel, en fait. Et pour ça, on s'appuie sur une vraie pile de documents. Des textes de loi, des guides du ministère de l'Éducation nationale et même un livret de l'enseignement catholique. Oui, on a vraiment balayé large. L'objectif, c'est de décortiquer l'architecture du vivre ensemble. Attention, ce n'est pas un cours de morale qu'on fait là. Non, pas du tout. C'est un décryptage factuel de la machinerie de l'État. Voilà. Et c'est important de rappeler notre posture ici. On se base strictement sur les textes de loi et les programmes de l'État. Exactement. L'idée, c'est d'observer l'évolution juridique et sociale, la laïcité, les droits civils, tout ça, sans prendre parti. On expose juste la réalité des cadres républicains tels qu'ils sont écrits. Et c'est crucial de comprendre ce socle légal pour tous ceux qui nous écoutent. Parce que ce soit au travail, à l'école ou en famille, on est tous confrontés à ces questions. C'est la base du vivre ensemble contemporain en fait. Mais avant de parler de lois complexes, les textes insistent sur un préalable absolu, le vocabulaire. Ah, ça, c'est la première étape indispensable. Parce que nommer les choses, c'est le premier pas pour les comprendre. Donc, commençons par déconstruire l'identité. C'est ce que fait très bien l'infographie gouvernementale sur la diversité. Elle sépare très nettement 4 dimensions qui, bon, avouons-le, sont souvent amalgamées dans le débat public. Ouais, on mélange tout en général. C'est ça. Donc, les documents distinguent le sexe biologique, l'identité de genre, l'expression de genre, et enfin l'orientation sexuelle ou affective. J'aime bien utiliser une image pour ça. C'est comme une table de mixage dans un studio de musique. Une très bonne analogie. On a le curseur du sexe assigné à la naissance, le curseur de l'identité, celui de l'expression et celui de l'orientation. Et en fait, ils sont tous sur des pistes séparées, totalement indépendantes les unes des autres. Exactement. Bouger un curseur sur la table de mixage ne fait pas automatiquement glisser les autres. Et les documents soulignent bien que si on ignore ça, on applique mal la loi. Alors, détaillons un peu avec toi. Le sexe biologique, on est d'accord, c'est le médical. Voilà, c'est la classification établie à la naissance sur des critères physiques. Mais l'identité de genre, d'après les textes, c'est une expérience purement intime. C'est le sentiment profond d'appartenir à un genre. Et ça, ça ne se voit pas par défaut. C'est ce qu'on ressent à l'intérieur, en somme. C'est ça. Et quand il y a un alignement entre cette identité intérieure et le sexe assigné à la naissance, les documents parlent d'une personne cisgenre. Et si cet alignement n'existe pas, c'est là qu'on parle d'une personne transgenre. Tout à fait. Et cette séparation des pistes sur ta table de mixage, elle permet d'intégrer d'autres nuances du glossaire légal. Comme le terme non-binaire, par exemple. Oui, qui est présenté comme un mot parapluie. Il regroupe les personnes dont l'identité sort de la binarité stricte, homme-femme. Le curseur peut être entre les deux ou même bouger. Les textes parlent aussi du terme agenre, je crois. Oui, pour les personnes qui ne s'identifient à aucun genre. Ensuite, sur une autre piste de la table, on a l'expression de genre. Ça, c'est le côté visible, publiquement, non? Exactement. Les choix vestimentaires, la posture, comment on se présente socialement. Ok, et donc, la dernière piste de notre table de mixage, c'est l'orientation sexuelle et affective. Donc, l'attirance vers les autres. Voilà. Et là, les sources font un vrai effort pédagogique pour distinguer des termes souvent confondus, notamment la bisexualité et la pansexualité. Ah oui, c'est vrai qu'on les mélange souvent ces deux-là. C'est quoi la différence exacte, selon les textes? En gros, ça se joue sur la notion de critères. La bisexualité est définie comme l'attirance envers plus d'un genre, donc le sien et d'autres. D'accord. Mais la pansexualité, c'est une attirance qui se manifeste indépendamment du genre. Le genre n'entre même pas dans l'équation de l'attirance, en fait. C'est fascinant, la précision des mots. Et il y a aussi la sexualité qui est mentionnée, je crois. Oui, caractérisée par une attirance sexuelle faible ou inexistante, ce qui n'empêche pas du tout le sentiment amoureux, attention. Et il y a aussi la demi-sexualité. Où l'attirance sexuelle ne se déclenche qu'après avoir tissé un lien émotionnel fort. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. C'est hyper complet. Et dans tout ce lexique, il y a un mot sur lequel je voulais m'arrêter, c'est la lettre Q de l'acronyme LGBTQIA+. Le mot queer.
Ah, son historique est très particulier, oui. Parce qu'à l'origine, c'est un mot anglais qui veut dire bizarre et qui était utilisé comme une insulte vraiment violente. C'est vrai. Mais la sociologie de ce mot montre un phénomène de réappropriation assez incroyable. Les militants ont retourné le stigmate, en fait. Exactement. Au lieu de fuir l'insulte, ils l'ont revendiqué comme une affirmation de fierté. Et aujourd'hui, les documents l'utilisent de façon très académique et positive. C'est comme si on confisquait le mégaphone de son agresseur pour s'en servir et chanter avec. Ça neutralise complètement l'arme verbale. C'est une excellente métaphore. Mais bon, ce vocabulaire, ce n'est pas juste pour la beauté du dictionnaire. Ça définit des vies humaines qui, pendant très longtemps en France, ont été criminalisées. Absolument. Et la chronologie des textes expose une métamorphose radicale de l'État là-dessus. Oui, on est passé de la pathologie à une protection ultra stricte. Le premier basculement, c'est 1981, c'est ça? Entre 1991 et 1982, oui, la France dépénalise l'homosexualité et surtout la retire de la liste des maladies mentales. C'est fou de se dire que c'était considéré comme une maladie. Et l'OMS ne fera ce retrait qu'en 1990 d'ailleurs. Oui, le 17 mai 1990, très exactement. Date qui est devenue la Journée mondiale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Un repère important. Tout à fait. Ensuite, l'arsenal législatif s'est densifié sur les droits familiaux, le PAC 199, le mariage et l'adoption en 2013. Mais l'évolution la plus forte sur l'identité de genre, c'est la loi de 2016, non? Oui, la démédicalisation de la transition à l'état civil. Parce qu'avant 2016, il fallait littéralement fournir des preuves médicales, subir des opérations, passer devant des psys pour qu'un juge accepte de modifier le sexe sur la carte d'identité. C'était un parcours du combattant. La loi de 2016 consacre le principe d'autodétermination. Ce n'est plus un trouble psychiatrique pour l'État, c'est une démarche civile. Et ça continue récemment avec la PMA pour toutes en 2021 et l'interdiction des thérapies de conversion en 2022. Voilà. Un délit pénal spécifique, ces pratiques, qui visent à modifier l'orientation ou l'identité de genre, sont maintenant punies d'une lourde amende. On parle de 30 000 € d'amende quand même, hein. C'est massif. L'État frappe fort parce que les conséquences psychologiques de ces thérapies sont dévastatrices. Mais c'est là que ça redevient alarmant et qu'on revient à notre paradoxe du début. Malgré toutes ces lois, les chiffres de 2022 montrent 2420 crimes et délits anti-LGBT+. Avec une augmentation de 13% en un an. 13% d'augmentation. C'est énorme. C'est précisément pour ça que le législateur a durci les textes. L'article 225.1 du Code pénal, par exemple, réprime toute distinction basée sur l'identité de genre. Et la justice a ajouté des circonstances aggravantes. Exactement. Si une violence est motivée par une LGBT-phobie, la peine s'alourdit. Le guide mentionne même la lesbophobie, ce croisement toxique d'homophobie et de sexisme qui invisibilise les femmes. C'est considéré comme une circonstance aggravante spécifique. Tout à fait. Tout comme l'outing d'ailleurs. L'outing, c'est-à-dire révéler l'identité de genre ou l'orientation de quelqu'un sans son consentement. C'est ça, c'est vu comme une violation grave de la vie privée. Bon, la loi punit, c'est clair. Mais c'est en bout de chaîne, une fois que le mal est fait. Comment l'État fait-il de la prévention en amont pour éviter les tribunaux ou pire, les suicides? C'est là qu'entre en jeu le sanctuaire de l'école. L'article L111-1 du Code de l'éducation donne à l'école une obligation stricte d'inclusion. Mais là, je me fais l'avocat du diable une seconde. Je t'écoute. Certains pourraient se dire pourquoi l'école se mêle de l'identité de genre ou de la sexualité? Elle ne devrait pas s'en tenir à l'instruction pure, les maths, l'histoire, la grammaire. C'est une question classique, mais les directives répondent que l'école a la charge de transmettre les règles de la vie en société. Le programme obligatoire d'éducation à la vie affective repose sur 3 piliers. Lesquels? Le biologique, le psycho-émotionnel et surtout le social et juridique. Il faut fournir aux jeunes les repères légaux pour vivre ensemble et agir contre le harcèlement. Et ce programme, il n'est pas optionnel, hein. C'est 3 séances par an avec une progression très claire. Oui. En primaire, on parle d'émotion, de découverte du corps et de respect. Ensuite, au collège, on aborde la puberté, les changements physiques, la prévention du cyberharcèlement. Et au lycée, ça évolue vers une vraie réflexion critique sur des réalités sociales complexes et sur les lois. L'idée, c'est de donner les clés aux jeunes, avec des campagnes comme « Ici, on peut être soi », et de les impliquer directement via les conseils de la vie collégienne et lycéenne, les CVC et CVL. Absolument, pour qu'ils mènent des actions entre pairs. Mais alors, il y a un point qui me taraude. Comment cette volonté d'inclusion et d'enseignement s'articule avec une autre règle d'or française, souvent très mal comprise? Je veux parler de la laïcité.
Ah, la laïcité. C'est vrai qu'elle cristallise beaucoup de tensions. On entend souvent que la laïcité, ce serait l'ennemi de la religion. C'est un contresens total. Les textes, le vade-mecum de l'éducation nationale, sont très clairs. La loi de 1905, actualisée en 2021, repose sur la liberté de conscience. Donc ce n'est pas un outil pour effacer la religion. Non, c'est le bouclier qui permet à toutes les convictions de coexister pacifiquement. C'est fascinant cette idée de bouclier. Et ça m'amène au paradoxe de la neutralité. Oui, il faut bien distinguer l'institution de l'individu. L'État et ses fonctionnaires, donc les professeurs, ont une obligation de neutralité religieuse et politique absolue. Zélutisme. Exactement. Le prof laisse ses convictions au vestiaire. Mais attention, cette neutralité de l'État n'est là que pour une seule raison, protéger la liberté de conscience de l'élève. J'aime bien cette image. L'enseignant est comme une toile blanche protectrice pour que chaque élève puisse peindre sa propre identité religieuse ou philosophique sans être influencé. C'est le cœur du dispositif, oui. Et d'ailleurs, nos sources révèlent un consensus institutionnel assez inattendu. Même le livret de l'enseignement catholique s'aligne là-dessus. Oui, il adhère pleinement à cette vision. Le document cite même le pape Jean-Paul II, rendez à César ce qui est à César, pour souligner que la séparation des pouvoirs, c'est une garantie pour la liberté religieuse. C'est très fort de voir cette convergence. Mais en pratique, quand ça coince, parce que l'école génère des frictions, par exemple sur le port de signes ostentatoires. Dans ces cas-là, la charte de la laïcité de 2013, qui est affichée partout, prévoit une procédure. L'étape numéro 1, systématique, c'est le dialogue éducatif. On n'arrive pas direct avec le bâton, quoi. Non. Il faut expliquer le sens de la loi. Si ça bloque, on fait appel aux équipes académiques valeurs de la République. La sanction disciplinaire, c'est vraiment l'ultime recours. Et les parents sont toujours inclus. D'accord. Mais du coup, neutralité religieuse, est-ce que ça veut dire neutralité morale? Pas tout. Les enseignants sont les défenseurs actifs des valeurs de la République. L'école n'est pas vide de principes. Et c'est là que ces concepts fusionnent pour lutter contre les phobies dont on parlait tout à l'heure, via ce que les documents appellent les 5 piliers. Voilà. Les valeurs de la République sont des armes actives contre les discriminations. Le premier pilier, c'est la liberté. Le droit d'aimer librement, le respect de la vie privée. Le deuxième, c'est l'égalité, donc le refus net de toute discrimination basée sur l'orientation. Le troisième, c'est la fraternité. Le devoir de soutenir les victimes et de rejeter le harcèlement. Ensuite, on a la laïcité en quatrième. L'argument qui dit qu'aucune religion ne peut jamais, en aucun cas, justifier le rejet ou l'insulte. Exactement. Et enfin, le cinquième pilier, la citoyenneté et le respect. Qui transforme le signalement d'une discrimination en un devoir civique. Mais si on fait la synthèse philosophique de tout ça, j'ai l'impression que la fraternité, c'est vraiment la clé de voûte. C'est le ciment, oui. Parce que sans fraternité, la liberté, ça devient juste de l'individualisme toxique, chacun dans son coin. Et l'égalité devient une règle administrative froide. C'est pour ça que l'école est souvent qualifiée de premier laboratoire de fraternité du pays. Ce mot de laboratoire est parfait. Le rapport de Régis Debray de 2002 parle de laïcité d'intelligence. Une laïcité d'intelligence. Ça sonne bien. Ça veut dire quoi au juste? Ça veut dire que le but de l'école n'est pas de neutraliser le débat d'idées ou de créer du vide. Au contraire, c'est un cadre exigeant conçu pour élever l'esprit critique. C'est vraiment fascinant. Si on résume un peu notre voyage d'aujourd'hui, on est parti des définitions très intimes de l'identité, avec les termes bi, pan, trans, non-binaire. Pour ensuite traverser l'évolution d'un code pénal devenu extrêmement protecteur face à des violences qui, malheureusement, persistent. Puis, on a vu comment l'école orchestre toute cette prévention via des programmes d'éducation obligatoire. Agit comme un bouclier, une toile blanche, pour garantir la liberté et l'égalité. Créant ainsi ce laboratoire de fraternité. Mais j'ai envie de te demander une dernière chose, pour ceux qui nous écoutent. Une petite pensée provocatrice pour la fin. Allons-y. La question légitime qui se pose, c'est « l'école a bâti ce sanctuaire ultra codifié, très bien. Mais que se passe-t-il quand ces jeunes de 14 ou 15 ans quittent ce cocon? C'est le vrai test, oui. Est-ce que le monde de l'entreprise, dans 10 ou 15 ans, ou même l'espace public urbain, seront capables d'absorber et de maintenir ce même niveau de protection et de respect des identités plurielles? Loin des murs protecteurs de l'école républicaine, c'est la grande question en effet. Est-ce que la société civile offre la même toile blanche? Le défi de la mise en pratique. Et c'est là-dessus qu'on va vous laisser réfléchir. Gardez l'esprit grand ouvert, continuez d'explorer ces sujets complexes. C'était une sacrée plongée dans nos institutions. À la prochaine!